Jamais à conduire dans cet état. Eh, Francky, Ouais? t'as une voiture que je pourrais emprunter? Ouais, j'en ai une, mais pas pour eux. Oh, allez, ces gars ont besoin d'être soignés. Ah ouais? Bah j'en ai rien à foutre. Je vais t'attaquer en justice. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4ème cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de High Kick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut, et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors, déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Salut Jazz, écoute, ça va super bien, je te remercie. J'espère que les auditeurs aussi vont bien. Très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et pour une fois, mon petit Jazz, je suis content parce qu'on est un peu dans l'actu quand même. Enfin, on fait des trucs, on surfe sur l'actualité du cinéma d'arts martiaux et ça, c'est cool. Ah ouais, tout à fait. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de High Kick que nous allons traiter un film d'actualité. Mais avant de commencer l'épisode qui va nous emmener dans un bar, nous allons répéter le concept. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Alors bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Sam, nous allons parler de Roadhouse de Doug Liman. C'est une exclue Amazon Prime qui est en ligne depuis le 21 mars 2024. Et du coup, trop content parce qu'on a eu... on a beaucoup d'attentes sur ce film, hein, on peut le dire. Beaucoup d'attentes. Et puis on l'a regardé pratiquement en même temps. Donc très hâte d'en parler. On peut le dire aux auditeurs qu'on a failli faire un bonus en mode on le regarde ensemble, on le commente ensemble et puis un peu en mode tu sais les commentaires audio d'un Blu-ray ou d'un DVD et on s'est dit non, finalement je ferai pas parce que personne n'écoutera ça. C'est ça, totalement. Bon, écoute, t'es prêt ? Ouais, toujours. Tout de suite la bande-annonce. Avant qu'on commence, t'as une assurance ? Quoi ? T'es bien couvert, ça rembourse les frais dentaires. Oh. Y a un hôpital dans le coin ? Il est loin ? À environ 25 minutes, je dirais. Oh, je viens de te gifler, ça va aller ? Quoi ? Alors comme ça, vous aimez vous battre? Et vous gagnez? Y a jamais de vrai gagnant. Vous êtes pas à l'hôtel ici, l'ami? Je pars, je m'en vais. Un ami m'a conseillé de venir te voir. Je tiens un Roadhouse, un de ces bars en bord de route. Depuis un moment, ça attire une mauvaise clientèle. Je te paierai bien. Vu l'état de ta caisse, t'en as grave besoin. J'adore ma caisse. Réfléchis-y. Je sais qui t'es, toi. Elwood Dalton. Je suis un de tes fans. Ce type cache un couteau sous sa chemise. Tu recules d'un pas et tu lui mets immédiatement une droite. Tu vas y arriver. Parle-moi de ce videur. Il est tout cool, tout gentil. On croirait Mère Teresa ou je sais pas qui. Puis d'un seul coup, il te met une vraie raclée. C'est un gars intéressant, au final. Brand fait tout pour que le Roadhouse ferme. Il veut construire une saloperie d'hôtel pour des gros cons de riches. Il faut que je vous avertisse. Ici, les gens règlent les conflits à leur manière. Salut les filles! Je vois qu'il y a une fête à tout casser ce soir! Alton! J'ai un conseil pour toi. Laisse jamais quelqu'un t'approcher d'aussi près! Laisse-moi deviner, tu vas me menacer pour me pousser à quitter la ville? J'ai la nette impression qu'on peut pas te faire peur. Quand Nox est sur le coup, c'est que c'est réglé, mon petit biquet. C'est dur de me mettre en colère, mais quand je le suis, j'ai aucune retenue.
gens ont l'air un peu agressifs dans le coin. Et lui, c'est un de vos amis? Non, je lui ai juste pété le bras. Alors, Roadhouse est le remake du film culte avec lauréaté Patrick Swayze, sorti en 89, et 35 ans plus tard, le nouveau film débarque sur Amazon Prime avec un casting Jack Gyllenhaal et le champion du UFC, Conor McGregor, le tout réalisé par Doug Liman, le réal de la Mémoire dans la peau ou encore Edge of Tomorrow, et bien évidemment, Joel Silver récupère la casquette qu'il tenait pour le film original, c'est-à-dire celle de producteur. J'étais très surpris de voir que Joel Silver était encore en activité. Pour moi, il était retraité, parce que il doit pas être tout jeune, le pépère, la mine de rien. Bah, il doit avoir maintenant 80 balais, le coco, facile. Donc Facile. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça fait bizarre de le voir au générique d'un film, mais le voilà. Et je vais te refiler de la patate chaude. Bon, remarque, c'est plutôt facile à résumer le film, là, cette fois-ci. De quoi parle ce film, mon cher Seb ? Bah, c'est quasiment, en fait, tu l'as dit, c'est un remake du film avec Patrick Swayze. C'est quasiment un peu la même chose, sauf qu'on l'a un peu modernisé. Donc, en fait, on suit le personnage de Jack Gyllenhaal qui reprend, en fait, le personnage de Dalton. Alors, il s'appelle pas tout à fait pareil, puisqu'a priori, dans le film d'origine, c'est vraiment Dalton son prénom. Et là, ce serait plutôt son nom de famille, mais il veut qu'on l'appelle par son nom de famille. Enfin, bref. On apprend, en fait, que c'est un ancien combattant du UFC. Et on le prend au début du film, il est en pleine dépression. Voilà, on sent qu'il est vraiment au fond du gouffre. Il est limite SDF, c'est ce qu'on nous laisse sous-entendre puisqu'on le voit dormir dans sa bagnole. Jusqu'au jour, en fait, il va être. Il y a le personnage de Frankie qui va venir le rencontrer, donc qui est la patronne du bar dans lequel elle travaille, donc qui est jouée par Jessica Williams, et qui va lui demander en fait de venir assurer la sécurité, parce qu'elle cherche en fait la personne la plus balèze en baston, parce que on va dire que dans son bar, ça part souvent en cacahuète, et c'est à partir de ce moment-là que ce bon vieux Dalton, un peu comme dans le film original, va se retrouver à faire la sécurité du bar dans laquelle il va être embauché un peu en tant que videur. Voilà. On va s'arrêter là, puis après on en parlera un petit peu dans l'avis de ce qu'on a pensé un peu du film par rapport à l'original, etc. Donc, puis on n'est pas à l'abri un jour de parler de l'original, hein ? Clin d'œil. Ah bah oui, ouais. Bah, surtout qu'on l'a revu, donc c'est vrai que ça serait cool de pouvoir en parler. Il est chouette quand même. Il est vraiment chouette. Franchement, il n'y a pas à dire, l'original est vraiment très cool. Ouais, il est très cool, et on va se le dire, on avait tous les deux beaucoup d'attentes sur ce film-là, parce que la bande-annonce, on va le dire, elle était vraiment incroyable, vous l'avez entendu, en tout cas, nous on était hyper hypés. Jack Gyllenhaal, franchement, moi, c'est un acteur que j'adore, et Conor McGregor pour ses débuts au cinéma, je me dis pourquoi pas, et puis surtout Doug Liman, moi je sais que j'ai une tendresse particulière pour son Edge of Tomorrow avec Tom Cruise que j'adore. Qui est vraiment très très chouette, et je me dis franchement il y a quand même tous les ingrédients pour que ça fasse un bon film, mais on garde notre avis pour tout à l'heure. Alors le film il a eu du mal à se monter, tout d'abord parce que c'est un film culte, et que de produire un film d'arts martiaux pour le cinéma, c'est de plus en plus compliqué car pas forcément rentable. L'histoire débute en 2013 avec la MGM qui souhaite à tout prix produire un remake avec Rob Cohen derrière la caméra. Alors, Rob Cohen, en fait, c'est le réalisateur, si je me trompe pas, le réalisateur du premier Fast and Furious, mais aussi c'est le réalisateur du premier Triple X. Oui, des grands films. Et aussi, des grands films. Aussi, beaucoup de finesse dans ces films. Ah, ça c'est sûr. Et alors, il avait quand même réalisé un film qui avait fait plus d'1 million d'entrées à l'époque, c'était Daylight, avec Stallone. Ah oui, de celui qui se passe dans le tunnel, là. Dans le tunnel, ça ouais, tout à fait, exactement. Ouais. D'accord. Il y a quand même, on aurait presque pu avoir en plus dans ce projet au départ. Tu vas me dire, j'ai pas regardé tes notes, mais je me dis, putain, est-ce qu'il y avait Vin Diesel qui était prévu en rôle principal ou pas ? Parce qu'il y a quand même un petit pattern. Non. Alors, sache que dans le projet de 2013, il y a aucun casting qui est prévu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui aurait pu jouer le rôle de Dalton. La production tarde, et finalement, en fait, Rob Cohen quitte le projet. Mais c'est en 2015 qu'il est relancé. Désormais, la MGM veut féminiser en fait ce remake, et il a une poule aux œufs d'or qu'ils doivent exploiter. C'est Ronda Rousey qui est choisie pour interpréter l'héroïne du film.
Eh oui. Et je ne sais pas si c'est fait exprès, mais elle fait référence à Rhoda House dans la scène de bar dans Expendables 3, dans lequel du coup elle tient un perso plutôt important parce qu'elle est intégrée dans l'équipe de ces chers Expendables. Luna! Salut. Une ambitieuse jeune femme. Je te présente mon ami Barney Ross. Barney, je te présente Luna. Barney. Non, c'est moi, monsieur Ross. Suivez-moi, messieurs, je vous conduis à votre table. Allez, profite de la vie. Alors Luna, quoi de neuf? Rien, que du vieux. Bah, qu'est-ce qu'on fout ici? On boit un verre. Il est où ton candidat? Juste là, devant, en robe rouge. Il va massacrer ces deux mecs. C'est l'hôtesse? C'est pas une hôtesse. C'est la videuse. Mais ça, je peux le faire. Enfile une robe moulante et vas-y. Alors, à cette époque, Ronda Rousey, en fait, c'est une championne de MMA. Elle a tout gagné. Elle est invaincue. Elle est annoncée au casting de Fast and Furious 7, du film Entourage, et doit entamer le tournage de Roadhouse en 2016 avec pour réal Nick Cassavetes. Alors là, c'est vraiment, en fait, on passe de Rob Cohen, qui est en fait un réalisateur de blockbuster, à Nick Cassavetes, qui est un réalisateur de films plutôt indépendants. Ouais. Et malheureusement, en fait, et j'aurais bien voulu voir la gueule de ce Roadhouse, parce que ça avait l'air plutôt pas mal, mais malheureusement, en fait, la production s'arrête lorsque Ronda Rousey perd son combat contre Holly Holm. En fait, le combat qui était prévu en janvier 2016 a été avancé en novembre 2015, et rappelons qu'elle est, en fait, je rappelle, elle était invaincue à l'époque, et cette défaite lui a un peu sapé sa carrière. Bref, on entendra parler du nouveau remake en 2021 avec le rachat de la MGM par Amazon, et avec à son bord Doug Liman et Jack Gyllenhaal pour ce projet. Alors le film est une priorité pour Amazon, il doit sortir au cinéma, ils vont mettre les moyens pour que ce remake soit une véritable réussite. Le film a coûté 85 millions de $. Ils embauchent l'ex-champion du UFC Conor McGregor, et ce malgré la vie extravagante du sportif. Daniela McKeown qui commence à exploser au cinéma puisqu'on a pu la retrouver dans Les Gardiens 3 ainsi que dans Fast and Furious 10 ou encore Suicide Squad, joue le love interest de Gyllenhaal malgré leur 16 ans de différence. Et enfin Jessica Williams qu'on a pu voir dans Les Animaux Fantastiques ou encore dans la série télé Shrink Rink aux côtés de Jason Segel et Harrison Ford, se glisse dans la peau de la patronne du bar Roadhouse. Alors le film est très problématique, hein. La production et la communication est très problématique parce que malheureusement la grève des scénaristes plus le box-office en berne en fait fait réfléchir Amazon et du coup Amazon Studio fait volte-face, et malgré le forçage de Liman et de Gyllenhaal, le film ne sortira pas au cinéma. Jeff Bezos l'a décidé, il trouve le film sympa mais pas pour le cinéma. Ouais, et puis franchement ils veulent faire zéro prise de risque. Ils savent qu'aujourd'hui, les salles de cinéma, malheureusement, sont en baisse de fréquentation. Et là-dessus, bon, bah voilà, c'est un patron, il décide, il y croit pas et il le met. Et, alors, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour qu'on vous donne des chiffres, tout ça, mais il est toujours dans les classements entre guillemets, de top. Il est toujours dans le top 10. Il a quand même pas mal dégringolé, hein, parce qu'il était top 1, top 2 pendant quelques jours. Et là, quand on regarde le top, il est plus trop dans le top 10, j'aurais dit. Enfin, j'ai pas revérifié depuis, mais c'est vrai que ça peut s'entendre, en tout cas. Oui, puis en plus, entre-temps, il y a une petite guerre qui s'est formée entre Liman et Gyllenhaal, puisque Doug Liman, en fait, ne voulait même pas assister à l'avant-première du film, en prétestant que, finalement, en fait, Amazon Studio l'avait un peu entubé. Lui a fait une contre-promotion en disant qu'en fait, le film aurait dû sortir au cinéma, que, en fait, Gyllenhaal aurait pu avoir avec ce film un Oscar. Bon, il faut pas pousser quand même, mais bon, voilà, il a essayé de prouver par A plus B que le film avait obtenu des super critiques aux projections test et tout ça, et en fait Gyllenhaal a riposté parce que je crois qu'il en avait marre en fait du comportement de Doug Liman, et il a dit de toute façon en fait c'était marqué dans le contrat. Le contrat indiquait que Amazon Studio en fait avait les droits du film et il pouvait le diffuser en fait directement sur ses plateformes sans passer par la case cinéma. Ben oui, c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'on a la sensation quand même que Jake Gyllenhaal, ça a l'air d'être un gars le gars cool, tu sais, voilà, vraiment, ça a l'air de vraiment être un gars sympa, tu vois, enfin, je sais pas, t'entends pas de trucs sur lui, et il a l'air d'être, tu vois, il choisit pas toujours des bons projets, hein, parce qu'il a été dans des trucs des fois un peu très moyens, mais tu sens que c'est le gars qui est pas prise de tête, et il est chill, quoi, tu vois, tu le sens un peu dans son film, d'ailleurs, il est comme ça. Alors, j'ai revérifié entre-temps, hein, pour nos auditeurs,
Le moment où on enregistre, il va se passer quelques jours. Non, vous aurez l'épisode logiquement dès le lendemain de l'enregistrement. Ouais, c'est ça. Ce sera l'épisode le plus rapide qu'on aurait fait. Il est toujours premier au classement. Donc voilà, donc ça a l'air de plutôt trouver son succès pour l'instant en tout cas. Après, ça fait à peine une semaine qu'il est sorti, mais il est toujours il est toujours top 1. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que si le film était sorti au cinéma, il aurait été rentable Non, sachant maintenant le budget. Non, je pense qu'il aurait bidé. Enfin, clairement, il aurait bidé, je pense. Après, malgré une forte communication, puisque tu pouvais pas louper en fait le film Roadhouse, puisque il y avait sur tous les réseaux sociaux, t'avais la bande-annonce qui popait. Enfin, il y a eu un peu de budget com qui a été mis. Je pense que malheureusement, il aurait pas fonctionné au cinéma, parce que clairement, je connais pas déjà les chiffres comment a fonctionné le premier Roadhouse, mais je suis pas sûr que c'était un énorme carton. Ça a été un bide. Ça a été un bide, ouais, tu vois, donc tu vois, ça confirme. Donc je comprends aussi, au fait, je vois pas pourquoi le remake marcherait plus que l'original, sachant qu'il y a un gros capital sympathie pour l'original. Quoique, quand tu regardes les réseaux sociaux, après, ça reste comment dire, un petit échantillon de la population. T'as l'impression que c'est quand même assez. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui détestent. Voilà. Donc celui-là, je pense qu'il va pas échapper à cette règle-là. Et il y aura ceux qui vont aimer, ceux qui vont détester. Vous verrez, notre avis se situe peut-être quelque part au milieu. Mais non, je pense que ça aurait bidé malheureusement. Et c'est très bien que ça sorte sur les plateformes. Et il va peut-être se rentabiliser comme ça. Et c'est bien. Il faut que les plateformes aient aussi des fois des exclusivités, tu vois. C'est aujourd'hui dans le fonctionnement. Malheureusement, tu vois, on soulève un sujet qui est d'actualité, c'est-à-dire que moi je suis friand d'aller voir des films au cinéma, mais je peux pas tout le temps voir des films au cinéma en raison de mon emploi du temps, tu vois, enfin ma vie de famille, etc. Et que certaines plateformes auxquelles je suis abandonné, j'allais dire, auxquelles je suis abonné, j'aime bien aussi qu'elles aient des exclus, et puis que je me dise putain c'est cool, il y a ça à dispo sur ma plateforme que j'aime bien, tu vois, parce que moi j'aime bien Prime Video, hein, même si on peut en dire beaucoup de mal. Je trouve que c'est une application qui propose quand même des trucs assez sympas. Et là, écoute, moi je suis content de le retrouver là, et je pense que pour le coup, il va avoir son petit succès. Et s'il y a une suite, je suis preneur, tu vois. Pourquoi pas ? Parce que il y a des choses à raconter encore. Ah, je suis d'accord, mais surtout que par rapport au premier Roadhouse, là, il y a une possibilité de suite. Enfin, tu vois, c'est assez ouvert. Est-ce que c'est pas pour la blague, quelque part ? Mais bon, on en reparlera. Je sais pas, mais on en parlera. Mais alors, pour revenir un peu sur le premier Roadhouse, en fait, sur le box-office, en fait, c'est un film qui va marcher, mais pas autant que prévu. C'est-à-dire que, en fait... étant donné que Patrick Swayze était sorti de Dirty Dancing, du coup, il s'attendait à un meilleur score. Le film est produit pour 15 millions de dollars. Dans le monde entier, il rapporte 60 millions de dollars. Alors, est-ce qu'il rapporte 60 millions de dollars, mais avec l'inflation... Attention. Oui, non, mais attends. Avec l'inflation, peut-être que c'est 60 millions de dollars, mais... Bon, voilà, c'est après j'ai pas tous les codes de l'époque. En revanche, en fait, le film va trouver une carrière en VHS et DVD, puisque parce qu'en fait, il va rapporter 203 millions de dollars, mais sur le marché de la vidéo. Ouais, alors c'est loin d'être un bide en fait, parce que déjà au cinéma, quand t'as un film qui est produit pour 15 millions et qui rapporte 60, en vrai, c'est pour le genre de film que ça propose, je sais pas. Ouais, mais c'est un bid pour l'époque. C'est un bid pour l'époque, parce qu'en fait, c'est un bid pour l'époque, parce qu'en fait, comment dire, il faut voir aussi la notoriété de Patrick Swayze à l'époque, tu vois. Et donc du coup, ils s'attendaient, je pense qu'ils ont, parce qu'après, il y a 15 millions de dollars, mais on sait pas encore, on n'a pas le budget de com qu'on a pu mettre sur le film, tu vois, c'est toujours le problème, c'est qu'en fait, le budget de com, c'est à peu près 30 millions de dollars, tu vois, en tout. Parce que tu rajoutes 15 millions de dollars sur le... Donc tu vois, c'est... tu te dis, la rentabilité, elle est assez limitée. Par contre, sur le marché de la vidéo, il va cartonner. C'est pour ça qu'ensuite, il y aura un 2 qui sortira directement en DVD. Mais ça, on en parlera un peu plus tard si on traite de Roadhouse le premier. Non, mais on parlera... si on traite... Non, on parlera pas de Roadhouse 2, ça c'est sûr et certain. Mais on va pas le traiter, ce film-là. Ce film n'existe pas. Mais on pourra traiter de pourquoi il a eu il y a Roadhouse 2 et surtout l'époque dans laquelle il est sorti. Puisque économiquement parlant, il y a quelque chose il y a une petite affaire avec les studios. Juste une dernière chose sur le Roadhouse avec Jack Gyllenhaal avant de passer sur l'art martial pratiqué par
le comédien. Il y a eu un petit litige, et d'ailleurs, je pense que en fait, l'un des scénaristes du premier film a porté plainte contre, et qui bien sûr fait partie du casting d'écriture sur le nouveau Roadhouse, a porté plainte contre Amazon Studios. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Amazon était tellement pressé de sortir le film et de le terminer, peut-être parce que ça coûtait un peu de pognon, que du coup Amazon a utilisé l'IA des voix des acteurs pour terminer le film pendant la grève. Donc en fait, ça veut dire que Amazon en fait a travaillé pendant la grève des scénaristes. Donc il y a une certaine rupture, et sans signer de contrat, parce que c'est chaud. Si tu fraudes et que tu fais ça en fait, hors pendant la grève, c'est très très mal vu, et du coup a priori Amazon Studios l'a fait, et du coup le créateur des personnages de Roadhouse en fait c'est un peu révolté, et a porté plainte contre Amazon Studios en disant que en plus de ça, en plus d'avoir d'avoir voulu terminer le film pendant les grèves, ils ont utilisé en fait l'IA des voix des acteurs pour le terminer. C'est vraiment très limite. Ok, ouais, c'est vrai que ça va être un sujet qui va nous porter, qui va nous accompagner dans les prochaines années, parce que ça va devenir très compliqué. On pense déjà à tous nos comédiens de doublage qui ont lancé une pétition justement pour éviter que l'IA intervienne dans le côté doublage au cinéma. Et c'est vraiment problématique, je trouve. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas arrêter le progrès malheureusement, et toute une histoire de pognon, et que si jamais il y a des reshoots et qu'ils ont besoin de avancer, et qu'il y a des problèmes de planning, je pense qu'on va avoir de plus en plus ils vont de plus en plus faire appel à ces moyens-là, et bref, c'est un peu moyen, mais c'est comme ça. Alors Seb, alors là ça va être compliqué, mais en même temps pas si compliqué que ça. On va pas parler de Jake Gyllenhaal, mais on va parler de Conor McGregor. Donc peux-tu nous parler de son art martial ? Ouais, on peut quand même, parler rapidement de Jake Gyllenhaal qui a fait un énorme boulot au niveau physique, qui s'est transformé physiquement. Donc on peut dire quand même qu'il a mouillé le maillot, le pépère, parce qu'il est musclé, mais comme pas possible. C'est quand même assez incroyable. Je pense quand même qu'il a dû s'entraîner au MMA, clairement, parce que même s'il est doublé, c'est pour ça qu'on parle pas de lui en tant qu'artiste martial, il est quand même essentiellement pas mal, il est quand même beaucoup doublé pendant le film, et on en parlera tout à l'heure. Il y a une méthode qu'il a utilisée qui fait un peu débat. On va se le garder pour notre avis, parce que ça fait partie quand même des points un peu négatifs, pour rester mesuré pour l'instant. Mais en tout cas, Jake Gyllenhaal a quand même fait un gros boulot. Et ce qui était cool, c'est qu'en fait, il a joué à fond la com. C'est-à-dire que je pense qu'à mon avis, les scènes qu'on voit dans le film où il joue le combattant d'MMA étaient certainement après le shoot principal du film, puisque c'est des choses qu'on a vues il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine un an. On a vu Jake Gyllenhaal débarquer en plein match d'UFC et faire sa star, etc., prendre des pauses. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi ? Mais quel est ce film mystérieux qu'il est en train de tourner ? Et c'est après qu'on a appris qu'il faisait Roadhouse. Et il était plutôt crédible en combattant d'arts martiaux, un peu vieillissant, parce qu'il a quand même une quarantaine d'années maintenant, Jack, ce bon vieux Jack. Mais bref, c'est pas de lui qu'on parlera aujourd'hui. On va parler bien sûr de Conor McGregor. On a un vrai artiste martial sous la main, qui fait ses débuts au cinéma. On vous donnera notre avis juste après sur son acting, qui peut un peu déconcerter. Voilà. Ah ouais. Donc Conor McGregor, surnommé le The Notorious. C'est un combattant d'UFC, donc qui est d'origine irlandaise, ça s'entend parce qu'il a forcément un accent très très prononcé. Et il a cette particularité-là d'avoir boxé, d'avoir combattu dans les 3 catégories de l'UFC, le poids plume, le poids léger et le poids mi-moyen. Le poids mi-moyen, il n'aura pas fait de grandes étincelles, parce qu'il aura fait, je crois, un combat. Il s'est surtout illustré en poids plume et en poids léger, dans lequel il a remporté le titre d'UFC, parce que c'est un grand combattant. Et c'est vrai qu'on a l'impression que dans toute sa carrière, en fait, il a un coup été en poids plume, un coup été en poids moyen, en poids léger. Donc on se dit qu'il avait une gestion du poids qui n'était pas toujours évidente. Donc est-ce qu'il avait l'hygiène de vie qui allait avec ? Ouais. Comment dire ? C'est plutôt particulier. Ce qu'on peut donner, c'est que il a un palmarès quand même qui est pas dégueulasse, en 28 combats, 22 victoires, 6 défaites. Les 6 défaites, il les a surtout prises en fin de carrière.
parce que clairement, on sent qu'il y a eu une descente un peu en qualité de combat, peut-être est-ce qu'il était encore vraiment impliqué dans son combat. Il a fait 2 défaites en début de carrière, mais on va dire c'était plutôt ses débuts de combattant, donc forcément il cherchait peut-être un peu son style aussi. Et après il a explosé en fait, il a enchaîné. Sa première défaite, on peut le dire, il l'a connu face à Nate Diaz quand il a tenté en fait de changer de catégorie. Il a perdu sur soumission. Et ensuite après, c'est là où il est revenu en fait dans les poids légers. Et c'est que là, il a enchaîné quelques victoires. Et c'est après, c'est toi qui en parlais justement en off. Il a subi pour le titre justement des poids légers. Il a perdu contre le fameux Khabib Nurmagomedov, qui est un peu le crack de cette catégorie-là, parce que ce mec n'a connu aucune défaite. Voilà. Et on peut le noter, il a tenté de faire un retour dans les années, parce que ça c'est vraiment 2018, il n'a pas combattu pendant plus de 2 ans. Et il est revenu en 2020, où il est revenu dans la catégorie des mi-moyens, où il a gagné son match. Il a fait quand même une victoire en mi-moyen. Et c'est là où il a fait 2 combats dans la même année, en janvier et en juillet de la même année, en 2021, où il a affronté Dustin Poirier, qui est l'américain qui, pour ceux qui veulent raccrocher les wagons, qui a battu notre français Benoît Saint-Denis, où on avait fondé beaucoup d'espoir sur ce combat-là. On se disait que Benoît Saint-Denis allait pouvoir réussir à grimper l'échelon du UFC, mais voilà, Dustin Poirier, donc le tombeur à 2 reprises de Conor McGregor, forcément est venu à bout aussi de BSD. C'est vrai que ce qu'on peut dire, et c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de Ronda Rousey, et c'est intéressant de faire un peu ce parallèle-là, parce que je doute pas que c'est un très bon combattant, mais est-ce qu'il est encore dans le coup ? Ça, je suis moins sûr. Et je me demande si c'est pas devenu un peu l'ombre de lui-même dans l'UFC, et je pense que malheureusement, je sais pas s'il va revenir ou il va retenter de combattre, mais on voit Ronda Rousey, qui a été s'essayer au cinéma, qui a voulu revenir dans l'UFC, et qu'à chaque fois qu'elle est revenue dans l'UFC, elle s'est fait éclater, quoi, tu vois. Elle a fait, je crois qu'elle a fait 2 combats, et les 2 combats, elle s'est fait détruire, quoi. Et c'est ces questions-là qu'on peut se poser pour Conor McGregor, qui est quand même, malgré tout, qui reste encore assez jeune, parce qu'il a 35 ans, je crois, de mémoire, qui a eu un très beau palmarès, mais est-ce qu'il serait pas temps de s'arrêter ? Et je pense que est-ce qu'il est pas venu là aussi un peu pour cachetonner ? Parce que en matière de combat, on va se dire, c'est des cachets quand même assez énormes, et clairement, il vient un peu pour cachetonner. On peut aussi citer son petit combat qu'il a fait avec Floyd Mayweather, où il s'est essayé à la boxe, et forcément il a perdu, et on sentait que son adversaire en face n'était pas spécialement à fond, clairement. Et donc c'était un match de gala aussi, donc forcément il n'était pas forcément à fond. Pour revenir rapidement sur le style de McGregor, parce qu'on a parlé un peu de sa carrière, là on s'est un peu plus étendu parce qu'on a des choses à dire quand même. C'est un combattant d'arts martiaux mixtes, de MMA, donc forcément il est censé maîtriser aussi bien le striking. Le striking, c'est le combat debout avec pied-poing, et le combat au sol. On va dire que dans les deux influences, on va dire 3 influences sur la partie debout, c'est un mélange de boxe, parce qu'il a commencé par ça, de boxe anglaise, et de taekwondo pour toute la partie des jambes, où il a travaillé plutôt le taekwondo. Et sur le sol, même si voilà, il a appris justement, il fait du MMA, donc il a appris à faire des clés, des choses comme ça, il a plutôt une base de lutte, qu'il a appris étant plus jeune. Donc voilà, donc c'est ce qui lui a permis en tout cas de gravir les échelons, et puis de monter vraiment dans ce classement de l'UFC qui est un peu la discipline reine, la catégorie, la licence reine, parce qu'on le voit aujourd'hui avec la médiatisation, j'y arrive, de l'UFC en France. On se rend compte qu'il y a forcément, il y a le KSC, je sais pas comment ça s'appelle, le KS, je sais plus comment ça s'appelle, la licence dans laquelle on a vu combattre Jérôme Le Banner. Alors non, je parlais pas de Jérôme Le Banner, mais si, on a eu le combat de Baki contre et contre Doumbé, contre Doumbé, qui font du MMA, mais c'est une autre licence, on va dire, une autre franchise. Voilà, je cherchais le mot. Donc là, l'UFC, c'est vraiment la discipline reine dans lequel
pendant pas mal d'années quand même, Conor McGregor a bien brillé. Et on va se le dire, c'est un personnage, on va conclure là-dessus parce que ça va nous servir pour l'avis sur le film, c'est un personnage haut en couleur, très, très exubérant et très fantasque, qui justement était très dans la provoque aussi. Voilà. Quoi? C'est le moment de vérité entre toi et moi. Voilà ce qu'il y a. Tu sais que j'ai été envoyé spécialement ici, rien que pour toi. T'as amené tous tes potes avec toi? Je me suis dit que t'aurais sûrement besoin de spectateurs. J'essaie d'être sympa avec toi, moi. Ce sera comme dans un combat en public. Sauf qu'ils auront rien à payer pour me voir t'exploser la face. Je suppose que je vais perdre le combat, alors. Oh, sois pas aussi défaitiste. Tiens, écoute, j'ai un petit conseil pour toi. Laisse jamais quelqu'un t'approcher d'aussi près. Bon, cher Seb, qu'est-ce que t'as pensé du film? Bah écoute, je suis assez mitigé en fait. J'ai beaucoup d'attentes sur ce film-là pour toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant, le réalisateur, le côté très orienté arts martiaux, MMA, tout ça. Je me disais, ouais, putain, Jake Gyllenhaal qui a fait du taf au niveau du comment dire, au niveau physique, tu vois. Et puis je me dis, putain, Conor McGregor, en plus, ça va commencer à taper dessus, quoi. Et pour donner un avis un peu global, et on s'est un peu rejoint là-dessus, tu seras peut-être un peu plus sévère que moi, parce que j'ai rematé certaines scènes en français, je les regardé en VO. La VF est très cool, hein, pour le coup, ceux qui le regardent en VF, c'est un super taf au niveau de la VF. Mais c'est vrai que ouais, je suis un chouïa déçu quand même. Voilà, je reste globalement assez satisfait, hein. Je trouve que j'ai passé un bon moment. Le film se déroule bien. Jake Gyllenhaal est ultra convaincant en mec, en ancien combattant dépressif qui va se recycler en tant que videur, hein, puisque c'est une des différences qu'on a par rapport au film original avec Patrick Swayze, c'est que c'est pas sa spécialité. C'est juste un pratiquant des arts martiaux qui sait se défendre et qui justement va justement donner un coup de main. Il va se faire payer, hein, pour ça, mais il va donner un coup de main d'ailleurs à la patronne de bar. Alors ce que je trouve assez rigolo, parce que j'ai regardé d'ailleurs, une petite anecdote, j'ai revu après le lendemain le film Roadhouse avec Patrick Swayze. Et ce qui est rigolo, c'est que là, il est payé $20,000 et il est payé, je dis pas de conneries, je crois que c'est 5 000 € la semaine, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Elle le paye super cher, alors que dans le film, il est payé $500 la semaine. Voilà. Tu te dis quand... C'est l'inflation des prix. Ouais, l'inflation des prix en 20 ans, c'est assez fou quand même. Non, mais voilà, globalement, en fait, j'ai bien aimé. Au niveau du rythme, ça se tient bien, même si je le trouve un chouïa long quand même. Il fait peut-être un petit 10 minutes, un quart d'heure de trop. Mais le précédent était aussi long. Mais est-ce qu'il était mieux rythmé? Je sais pas. Celui-là, il y a un petit problème de rythme quand même. Il y a une photo qui est pas super jojo. Moi, on n'est pas trop d'accord là-dessus et on va en discuter, mais je trouve que la photo, elle est assez grisâtre quand même. Elle est assez terne, alors que c'est censé se passer en bord de mer et je m'attendais à un peu plus de couleurs vives et je trouve que ça manque un peu de couleurs vives. Ce qu'on a d'ailleurs dans le film de 89, hein, je trouve qu'il y a une belle photo. Voilà, qui fait très années 90, hein, pour le coup. Mais là, je trouve que c'est un film qui est assez terne. Je trouve, c'est dommage. Ils auraient pu plus un peu plus de contraste, un peu plus de, je sais pas, je trouve plus mes mots, mais voilà, je trouve qu'il y a un peu plus de saturation dans la lumière, ça aurait été sympa. Je suis pas trop fan de la photo. Et globalement, les combats sont très cool. On va y revenir. On a choisi une scène qui est vraiment cool. Mais par contre, gros bémol qui peut gâcher le visionnage pour certains, c'est la CGI à outrance sur la baston, quoi. Et ça le fait dès les premières minutes, quoi. Où il y a un premier combat dans une arène où on voit un mec fracasser un autre gars et il y a un côté très très bizarre en fait dans les coups portés. Ça fait très très chelou. C'est bien fait. Mais il y a un côté pas naturel en fait dans tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait bizarre en fait. Il y a une espèce de gêne un peu chelou quand tu regardes le film, et parce que je sais pas, ils voulaient rendre le tout peut-être réaliste, mais là pour le coup ça manque un peu de vie, quoi. Je sais pas ce que, voilà. Je te laisse reprendre la main, on va échanger au fur et à mesure, mais grosso modo plutôt mi-figue mi-raisin. Je pense que ça mériterait un deuxième visionnage, mais pas déplaisant non plus. Voilà, pour résumer. Ouais, alors moi je suis mitigé par rapport à ce film-là. J'en attendais peut-être beaucoup. Après, c'est vrai que l'original, je l'adore. On s'est beaucoup hypé.
Je suis très étonné d'ailleurs, les critiques qui tombent par rapport au film original, en disant que c'était une bouse et autres, alors que le film a marqué pas mal de générations, que c'est un film culte, et quand tu le regardes, bah ouais, c'est un bon petit film d'action, quoi. Tu sens qu'il a pas la prétention d'être autre chose qu'un film d'action complètement décérébré, un peu débile, où t'as des gens qui se foutent sur la gueule, quoi, voilà. Enfin, ça prend un virage complètement fou à la fin du film. Mais enfin, je sais pas, faut le regarder comme un actionneur classique de ces années-là, quoi. Ouais, totalement. Après, Roadhouse 2024, pour moi, c'est Into the Blue 2. Franchement, les couleurs et tout ça. C'est pas Blue Crush plutôt que tu cherchais? Je vois, tu fais l'erreur. Ouais, j'avais dit la dernière fois Blue Crush, mais en fait, c'est Into the Blue. C'était Paul Walker et Jessica Alba. Mais c'est pas Blue Crush d'ailleurs, celui-là? Tu te rappelles? Non, c'est le truc de surfeur. C'est le truc Bleu d'enfer. Ah, Bleu d'enfer. Bleu d'enfer. Voilà, je confonds Blue Crush avec les surfeuses. Pardon, c'est moi qui fais l'erreur. Ouais. Oui. Mais parce que c'est le même réalisateur. C'est pour ça. Bleu d'enfer? Ouais, c'est le même réalisateur. Non, mais c'est le même réalisateur. Blue Crush et Bleu d'enfer, c'est le même réalisateur. Ah, d'accord. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, ouais, je suis un peu mitigé. Alors, les effets spéciaux, ça peut être parfois très réussi et parfois très très moche, notamment la scène du bateau avec l'explosion, c'est dégueulasse à souhait. Les combats, c'est pas mal. La scène de bagnole en pleine nuit aussi, tu peux rajouter, quand il se fait percuter par la bagnole, c'est un peu mal fait quand même. C'est pas très bien fait, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis, bah ouais, mais en même temps, tu m'étonnes que le film soit sorti sur Amazon Prime, tu peux pas sortir ça au cinéma. Enfin, on le voit, Flash a rendu une copie dégueulasse. Alors, ça coûte beaucoup plus cher, Flash, mais bon, voilà, ça a rendu une copie dégueulasse. Ça s'est fait clasher. Ouais, mais il y a un parti pris. Comment dire Il y a un parti pris. Là, je pense qu'en fait, ils ont voulu tester une nouvelle technologie et ça marche pas. C'est parce qu'en fait, ils ont voulu ils ont voulu mettre de la CGI dans les impacts et ça fonctionne pas en fait. Ça a un effet très Uncanny Valley, tu vois, où tu te dis mais c'est pas réel en fait ce qu'on voit, quoi. Et le truc qu'il y a, c'est que Flash, il y a un vrai parti pris, quoi. Et c'est là où je te rejoins. Je trouve que moi j'ai revu encore une fois l'original. On va pas faire que ça de le comparer, mais c'est juste pour donner un truc. Il y a des vraies explosions, quoi. T'as deux trucs qui pètent dans le film, dans le premier Roadhouse. Putain, c'est des belles explosions avec de la pyrotechnie et compagnie. Je comprends que ça coûte cher. Je comprends qu'aujourd'hui on peut peut-être pas prendre de risques en termes de sécurité, mais putain, la CGI pour les explosions, c'est un peu dégueulasse aussi, quoi. Enfin, ça rend le feu en CGI, ça n'a jamais fonctionné. Regardez les jeux vidéo, on est incapable aujourd'hui de faire un feu correct en CGI. C'est toujours dégueulasse, quoi. Ça rend pas bien. Ah ouais. Et par contre, le vrai point, on va dire positif, c'est Conor McGregor. Je trouve que on n'est pas d'accord. Je suis pas étonné de son jeu d'acteur, en fait. Je suis pas du tout étonné de son jeu d'acteur. Moi, j'attendais pas moins de lui. Parce que il est comme ça dans la vraie vie. Enfin, quand tu le vois dans l'interview et tout ça, le mec qui marche en version cavalier parce qu'il peut pas marcher autrement. Il est complètement taré. Oui. Après, peut-être. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'en fait, ça devient une parodie de lui-même à un moment donné. Bah ouais, c'est ça le problème. Il est là le problème, en fait. C'est qu'en fait... Vas-y, excuse-moi. Non, mais pour finir, et on en parlait, le premier Roadhouse était pour moi, était beaucoup plus sérieux que celui-ci. Celui-ci, il y a quand même beaucoup de blagues. Ah ouais. On en parlera, mais pendant les combats. Ah bah vas-y. Dans le premier, il n'y avait pas de blagues. Ouais, tu peux en lancer quelques-unes. Hein. Après, ça risque de dévoiler la scène. On va en parler quand on fera la scène. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de blagues là, dans ce film-là. Après, en soi, la première heure est poussive de ouf. C'est-à-dire que même, je sais pas, on en parlait. C'est un peu long. Pendant le visionnage. On se disait waouh, il a du mal à démarrer, notamment la période où il va commencer à commencer à regarder un peu ce qui se passe autour du bar et tout ça. Son intégration elle est assez lente. L'intrigue débute au bout de la première heure. Et puis voilà, c'est en dents de scie, c'est-à-dire que ça peut s'accélérer, puis d'un seul coup il n'y a plus rien, et ça s'accélère de nouveau et il n'y a plus rien.
Ouais, et puis le problème aussi, c'est que tu vois, il y a un truc qui est tout con, mais c'est que malheureusement, c'est un remake. Voilà, c'est comme ça. On est toujours tenté de le comparer à son original. Mais putain, faut pas oublier que dans le premier Roadhouse, t'as une putain de bagarre de comment dire, de bar dès les 20 premières minutes, quoi. Ça se met même un peu avant, ça se fout sur la gueule, c'est un putain de bordel, c'est extrêmement jouissif, c'est super bien foutu, et puis tu te rends compte qu'il y a les moyens, quoi. Il y a pas d'effets spéciaux. J'ai regardé le générique, il y a je ne sais pas combien de figurants cascadeurs dans le film, c'est un truc de ouf, quoi. Et là, il y a des bagarres de bar, mais c'est pas non plus le truc complètement le joyeux bordel qu'on avait dans le premier film. Alors après, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que le personnage de Jake Gyllenhaal est un peu plus nuancé, parce que plus cabossé par la vie. Ils ont tous les deux, en fait, les deux personnages dans l'original, ils ont tous les deux un passif un peu comment dire, un peu compliqué. Voilà, ils ont tous les deux un mort à leur actif, mais d'une manière un peu différente. Mais ce que j'aime bien dans celui de Jake Gyllenhaal, c'est que déjà, bon, en point positif, il joue super bien. Moi, j'aime beaucoup la façon dont il joue son rôle. Et j'aime bien parce que tu parlais d'un peu d'humour, il était bien dosé dans la première heure, parce qu'à un moment donné, il se retrouve à affronter des mecs qui viennent foutre le bordel dans le bar, et il leur dit bon bah les gars, vous êtes assurés, il leur pose des questions avant, complètement con, les mecs mais arrête, qu'est-ce que tu crois que tu vas gagner? Non mais je vais vous péter la gueule en fait, donc forcément j'espère que vous êtes bien assurés, etc. Et puis finalement il leur pète la gueule, quoi. Et il me dit bon bah merde, putain, vous avez quelqu'un pour vous emmener à l'hôpital, parce que toi t'as les doigts cassés, toi t'as les poumons perforés, tout ça. Bon bah, puis il se retrouve à les emmener à l'hôpital, tu vois. C'est complètement folklore, quoi. Alors qu'il s'est pris il a sa vieille blessure qui s'est réouverte, tout ça, parce qu'il s'est pas complètement soigné de sa blessure. Donc tu vois, c'est des petits côtés un peu marrants, tu t'es un peu décontenancé, et le film essaie de te surprendre, et ça marche plutôt bien, on va dire, sur ces points-là. D'ailleurs, c'est la même blessure, c'est au même endroit. Oui. Où Patrick Swayze s'était blessé dans le premier film. Bah oui, forcément. Ils ont gardé ce fil conducteur de je vais rencontrer le médecin qui va me soigner, et ça va être le love interest. Ouais. Mais alors, tu vois, quand tu disais en présentation qu'il y a 16 ans d'écart, elle fait un peu plus vieille que son âge. Bon, déjà il y a ça, mais je me dis, elle est quand même jeune. Et puis Jake Gyllenhaal, bon là il a pris un petit coup de vieux quand même, mais il garde encore un petit peu cette tête de jeune premier, tu vois, il fait pas trop son âge, donc tu vois, c'est pas autant choquant que certains acteurs de James Bond avec leur love interest. Oui. Voilà. Non mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Mais encore une fois, tu vois, pour le coup, c'est hyper léger le love interest, quoi. Tu vois, ça c'est pas hyper développé, quoi. Alors que dans le film de 89, c'est un truc, voilà, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Hyper développé. Ouais, c'est hyper développé. Là, ça reste très mignon, quoi. C'est un petit bisou, et puis ça pousse pas plus loin, tu vois. Ça reste très très light, quoi, tu vois. Ça prend plus de proportions dans le film de 89, quoi. Donc c'est pour ça que c'est moins dérangeant, tu vois, dans ce sens-là. Il y a pas un truc qui t'a choqué? À quel niveau? Dans le film de 2024, le mec est un champion de l'UFC. Oui. Il est toujours étonné que les gens lui disent bonjour, ou qu'ils lui disent on connaît ton passé. Ouais, mais tu vois, il a pas de téléphone, il a rien, il vit en autarcie. Donc non, ça. Ouais, mais bon, il a tué quelqu'un, donc forcément, il est connu. Il a fait la Press People et tout ça, tu vois. Oui. Alors en fait, sur le moment, ça m'a pas trop choqué, parce que t'as l'impression qu'il y a quand même quelques années qui sont passées entre le moment du drame au niveau du film et ça, où il a l'impression qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Donc ça me choque pas trop, parce que le film insiste assez lourdement là-dessus. C'est pas le truc qui m'a plus choqué, en fait, vraiment. Mais en soi, voilà, c'est pour conclure sur la vie du film, ouais, c'est sympatoche. Ça aurait pu être pire. Ouais, ça aurait pu être pire. Les musiques sont cool. Il y a des choses qui sont plutôt... Ouais, les musiques sont cool. Il y a des choses intéressantes dans la réalisation. Doug Liman, tu sens que, voilà, il on peut le dire, ça, il sait tenir une caméra. Ouais, puis il prend si on enlève le côté CGI, il prend vraiment il prend des risques au niveau de la réal. Tu vois, il y a des moments où on voit il passe en vue subjective, il donne des effets un peu de chaos, tu vois, il te fait ressentir un peu le chaos, ou du fait que l'adversaire est sonné par une avalanche de coups. Sur les perforations, parce qu'à un moment il y a des coups de couteau, des choses comme ça marche bien, tu vois, en termes de CGI, là pour le coup ça marche bien, tu vois. Et tu sens quand même que, comme tu dis, il sait tenir une caméra, et les scènes d'action elles sont cool, tu vois, les scènes de baston elles sont vraiment bien foutues, elles sont bien chorégraphiées, ça reste très 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 agréable à regarder. Mais moi, si je dois résumer, je trouve qu'il y a quand même un problème de rythme, et
malheureusement, il a du mal à se détacher de l'original. On nous fait la vanne, alors dans le film original, le bar de Roadhouse s'appelle le Double Deuce. Là, bon, littéralement, c'est le Roadhouse. Parce que pourquoi ? Parce que le bar est en bord de route. Voilà. Voilà. Donc, mais par contre, il y a une référence, au Double Deuce dans le film. Oui, exactement. Donc voilà. Après, c'est encore une fois, le film est agréable, mais je pense que on avait trop d'attentes. Clairement. Carrément. On avait trop d'attentes sur ce film. On pensait vraiment qu'on allait être... Voilà, la bande-annonce a fait son taf, on va se le dire. Elle a fait clairement son taf et on s'est dit, oh là là, ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Et juste pour donner un petit mot, moi, Conor McGregor, il m'a un peu fatigué quand même. Parce que même s'il est en surjeu, je trouve que... Enfin, il est en surjeu total, il est en roue libre totale, il n'est pas du tout contrôlé, j'ai l'impression. Et il en fait des tétraquesses, il est tout en train de sourire comme un benet. Et il y a des moments, ça marche pas. Des fois, c'est drôle parce qu'il en est comique en fait, mais est-ce qu'il est pas comique malgré lui, tu vois? Non, c'est sûr, ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est un peu particulier. Après, encore une fois, pour un premier rôle, il fait ce qu'on lui demande d'être le gros taré, et il joue le taré, et il le joue bien, et voilà, mais il n'y a pas trop de nuances dans son jeu, quoi. Voilà. Je t'ai bousillé une kibole, on dirait. T'es un conducteur de merde. Ils conduisent du mauvais côté. Ce piano est désaccordé. Je trouve qu'il sonne bien, moi. Bon, mon cher Seb, es-tu prêt? Bah oui, je suis prêt. On va y aller. Et bah passons tout de suite à la scène que nous avons retenue. Alors, quelle scène nous avons choisi, mon cher Seb? Parce qu'il n'y en a pas des masses quand même. Hein. Il n'y a pas des masses de baston, il y en a quand même quelques-unes où il se retrouve à fracasser les adversaires en quelques mouvements, avec des clés, des cassages de doigts, etc. C'est plutôt bien foutu. On a choisi forcément l'affrontement qu'on nous a teasé dans la bande-annonce. Hein. Donc on choisit franchement l'affrontement entre Conor McGregor et Jake Gyllenhaal, aka yes. Dalton et Knox dans le film. Ça se passe à la fin du film. Pour remettre dans le contexte, c'est une scène qui fait à peu près 5 minutes que j'ai revue juste avant l'enregistrement pour me la remettre un peu en visu. Et c'est assez ma boule en fait, parce que ça fait suite à la fameuse explosion de bateau là que tu parlais, où Conor McGregor va charger le Roadhouse, hein, parce que la scène finale se passe dans le Roadhouse qui va être littéralement mis à sac, et ils vont se fracasser, et ça va être un combat franchement épique, hein. Ça va dans tous les sens, ça se met des coups de pied, des coups de poing, c'est assez virtuose hein, au niveau de la réal. Je trouve que ça fracasse des bouches, mais encore une fois, c'est un petit peu désamorcé par le trop plein de CGI, et là on la voit franchement, parce que là il y en a beaucoup. On voit qu'il y a quand même l'acteur Jake Gyllenhaal qui est quand même doublé, on voit qu'à un moment donné, on voit très bien que c'est sa doublure, qui est un peu moins baraqué que lui, et il y a un petit effet, je te dis, un peu très très chelou, mais pour autant, je trouve que la scène fonctionne. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais on va parler des blagues qui sont insérées pendant le combat, mais globalement, ça fonctionne super bien, elle est hyper bien rythmée, et on en a pour notre argent. C'est pour ça qu'on l'a choisie, parce que franchement, elle vaut vraiment le coup. Tu vois, je vais peut-être faire une comparaison avec mais parce qu'on est obligé de faire la comparaison avec l'original, mais le combat entre Dalton et le méchant dans le premier, mais il n'y a pas la CGI. Il intervient, il n'y a pas de CGI déjà, mais elle intervient en fait vers la fin du film, mais aux 3/4 du film. La fin est brutale en fait, le combat est assez brutal, les deux savent se battre. Puisque en fait Patrick Swayze faisait du tai chi à l'époque, oui. Et du coup après il s'est perfectionné un peu en kung-fu pour le bien du tournage, et puis en matière excuse-moi de te couper, en matière de personnages un peu fous, on parle de Conor McGregor qui est fou dans le film, Marshall Tigg il joue bien le taré aussi, hein, avec son vieux rire là, comme ça, il rigole comme ça là, comme un teubé là, je sais pas si tu te souviens, et c'est quand même deux personnages un peu tarés quand même dans les deux cas, hein.
Ouais, et puis bon, le combat est assez dark parce qu'en fait, on sait très bien que dans l'original, il ne faut pas, comment dire, pousser à bout Dalton parce qu'on sait de quoi il peut être capable. Oui. Là, en fait, on a vers la fin du film, on sait ce qui s'est passé entre le personnage de Jake Gyllenhaal donc, et comment dire, lors de son combat d'UFC. On se dit tout le film, waouh, il faut pas qu'il soit énervé parce que sinon il perd contrôle. Ouais. Et bah ouais, mais tu le vois pas perdre contrôle parce qu'il se fait défoncer la tronche par Conor McGregor. Ouais, il est complètement dominé. Si c'était un combat d'UFC, sans les règles, où on devait compter les points, clairement, c'est Knox, le personnage de Conor McGregor, qui est gagnant 100%, quoi. 100%. Alors pourtant, on pourrait croire que, tu vois, qu'il prend l'ascendant sur lui parce que à un moment donné, Conor McGregor en fait va défoncer en fait le bar avec sa voiture et Jake Gyllenhaal, au moment où Conor McGregor veut sortir de la caisse, Jake Gyllenhaal en fait va retenir la portière et va le défoncer. D'ailleurs, Amazon, ils se sont dit ça pourrait être une super affiche de film. Donc en fait, ils ont fait comment dire, ils ont pris cette scène-là pour comme affiche de film, et ils l'ont retouché après sur Photoshop. Mais du coup, en fait, c'est vraiment, comment dire, on a vraiment un personnage, Conor McGregor, qui a une folie furieuse. Il devient fou et là, il est prêt à défoncer le personnage principal. Ouais. Et finalement, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, le héros gagne, ouais, super. Mais finalement, il gagne, mais par coup de cul, mais vraiment. Mais ouais, ça donne ces sensations-là, ouais, c'est clair. Enfin, je veux dire, tu vois, par rapport au premier film, où je me disais, purée, ça va être chaud entre les deux, et la mort brutale de Marshall Teague, qui va avoir des conséquences pour le héros, et tu te dis, waouh, c'est dingue, parce qu'en fait, tu vois la folie de Patrick Swayze. Là, il n'y a pas la folie, ouais. Il n'y a pas le côté perte de contrôle jusqu'à commettre l'irréparable. Parce que clairement, il se fait dominer, il n'y a aucun moment il prend vraiment le dessus. Tu vois, il a quelques petits moments d'exaltation, on va dire, où il arrive à lui mettre des coups, où ça c'est assez équilibré, tu vois. Et il faut un moment où il se fait transpercer par un espèce de pic en bois, où là, en fait, il récupère ce fameux pic en bois et puis il finit par transpercer, en fait, Conor McGregor. Voilà, bon, on vous spoil, mais on aurait dû prévenir d'ailleurs, donc tu couperas peut-être ça au montage, hein, si c'est gênant. Mais en tout cas, il arrive à prendre le dessus sur Conor McGregor et il finit par le battre. Mais à aucun moment, tu te dis, il a cédé à sa pulsion comme la même pulsion qu'il a eue en fait sur son premier combat. Et c'est vrai on voit qu'ils s'en servent à un moment donné pour lui faire péter un câble, tu vois, mais c'est un effet scénaristique qui justifie la dépression, mais qui justifie pas pour autant la finalité du combat final, tu vois. C'est ça qui est un peu chelou, tu vois. Mais je comprends, hein, je suis complètement en phase avec toi. Et clairement, on le voit dans le film original, quand Dalton pète un câble, le mec, c'est terminé, quoi. Il lui arrache la gorge et c'est fini, quoi, tu vois. Et là, clairement, on ressent pas trop ça non plus. Non, je suis d'accord avec toi, et c'est ce qui manque, en fait, dans ce film-là, c'est l'explosivité. Mais le combat est cool, on le rappelle, le combat est super cool. Ah oui, le combat est cool, ouais. Ce qui est assez perturbant, quand même, c'est qu'ils ont quand même le temps de glisser des blagues. Alors je sais pas si tu les mettras dans le truc, mais à un moment donné, quand il sort de la bagnole, il se tape dessus et Jake Gyllenhaal lui glisse tu sais que t'es un très mauvais conducteur, hein. Et puis il y a Conor McGregor qui lui répond, il me dit ouais, mais c'est que vous roulez pas du bon côté. Et forcément il est british, enfin il est du Royaume-Uni, donc il roule à gauche. Et, à un moment donné, il y a la scène du piano, il trouve un moyen de sortir une blague pendant le piano. Enfin bref, je te laisserai mettre ça au montage si tu peux. Mais bref, tu te dis, mais pourquoi vous trouvez le temps de sortir des blagues alors qu'il y a quand même un enjeu dramatique quand même? Il y a un moment où vous foutez sur la gueule, t'es là pour le descendre en fait, parce que t'es mandaté par la mafia, enfin par la mafia locale. Donc tu te dis pourquoi faire des blagues, quoi? Je sais bien qu'il faut mettre un ton de légèreté, mais il n'y a pas besoin de faire de blagues là. Et puis aussi, il y a un truc, et c'est vrai qu'on aurait dû le dire dès le départ, c'est l'objectif du méchant. Puisqu'en fait il aurait pu utiliser le terrain du bar pour faire passer de la drogue et tout ça, parce que du coup c'est comme c'est une famille un peu baron de la drogue et autres, pour se faire passer de la drogue c'est pas parfait cet endroit là, non, en fait il veut détruire ce bar pour
le détruire, pour avoir la propriété. Ouais, la raison du méchant, elle est un peu useless. Bon, surtout que je pense qu'ils ont voulu trancher par rapport à l'original. On s'est dit, on va prendre le fils du parrain de la drogue, alors que le méchant de l'origine, bon bah tu sens que c'est pour le coup, lui, c'est vraiment une ordure. Là, le fils, on sent qu'il est là un peu plus il a hérité de ce qu'avait fait son père, et il cherche juste à étendre, à s'affranchir un peu de son père. Ouais, c'est pas, c'est un peu moins légitime, on va dire, les raisons du méchant, de pourquoi ils font ça. C'est un peu moins, ouais. Alors que c'est bête, hein, le bar Double Dose pouvait être une plaque tournante de la drogue, mais non, en fait, c'est pour étendre son territoire. Et puis, ouais, en fait, il le gêne dans son extension de territoire, donc forcément, il emmène ses sbires foutre le bordel dans le bar, et c'est pour ça que du coup, ils font appel. Alors que dans le film original, on le rappelle, c'est plus une histoire en fait de pot de vin que les commerçants doivent verser en fait au grand méchant, à Wesley, à Brad Wesley, pour étendre son emprise sur la ville, parce que c'est sa ville, quoi. Il le dit, c'est ma ville. Ouais. Et donc du coup, toi, tu te dis, bon, il nous fait chier, lui, quoi, tu vois. Et donc c'est pour ça, bah voilà, il sait pas faire, quoi. Bon après, tu vois, quand on parlera de l'original, il y a la fin qui est très cartoonesque aussi dans la fin. Ouais, bien sûr. Vois, voilà, donc c'est pas des films parfaits, on va se le dire. C'est pas des chefs-d'œuvre. Ça reste, voilà, c'est un film à divertissement. Et j'ai été diverti dans celui-là, même si c'est en dessous de mes attentes et que je suis un peu déçu. Voilà, pour résumer. Et c'est vrai que on a ce même goût, même si la scène est très cool pour cette scène finale, on a ce même goût un peu amer de la scène est très cool, elle est bien chorégraphiée, elle envoie le pâté. Mais par contre, putain, c'est gâché par cette CGI. Et on va reprendre une réplique et une réaction de ce grand Scott Adkins qu'on adore dans ce podcast, qui a fait un tweet comme quoi il dit qu'il a adoré le film et dit que c'est dommage d'avoir recours à la CGI, alors qu'à l'époque, Swayze, il l'avait pas utilisé. Il n'y avait pas de CGI à l'époque, donc c'était que du naturel. C'est sûr que des fois, les coups de pied n'étaient pas tout le temps propres, les impacts pas tout le temps respectés. Mais pour le coup, ça marche mieux, je trouve, dans le film de Swayze, parce que c'est beaucoup plus intéressant martialement que celui-là où tu sens que ça fait un peu fake, quoi. Voilà. Ah non, c'est sûr, je suis d'accord. Bon, en tout cas, mon cher Seb, je suis très content qu'on soit enfin dans l'actualité. Bah oui. C'est vrai que c'est quelque chose, quand on vous a proposé ce podcast-là, c'était un objectif aussi de pouvoir proposer des films qui sortent actuellement au cinéma ou qui sortent sur les plateformes, de vous les présenter. Là, c'est un gros film en plus. On s'est dit, waouh, c'est trop cool, c'est l'occasion. Parce que, et donc, on a un peu bousculé nos emplois du temps pour pouvoir vous proposer notre chronique sur Roadhouse. Donc foncez, faites-vous une idée, parce que c'est quand même un très bon divertissement. Complètement. Ouais, on vous le recommande. Complètement. Mon cher Seb, on se retrouve dans 15 jours. Oui. Avec un AV. Ah oui. Et oui, ah oui. C'est un film à débat, hein, un film avec Lorenzo Lamas, on n'en dit pas plus, mais voilà, ça va être du lourd. Ouais, on peut le dire, on s'est fait un peu avoir, mais on a quand même bien rigolé et on a quand même des choses à dire. Enfin, tu as des choses à dire surtout. Sur ce, tout à fait. Ouais, j'ai des choses à dire. Acteur, tu es très. Je parle beaucoup dans cet épisode. Tu es très très loquace, on va le dire. Mais c'est cool, ça fait un épisode cool et puis on peut enfin rayer cette case de Lorenzo Lamas qu'on n'aura plus. On n'aura plus besoin de refaire. Si. Non. Si. Non, si, c'est important. Non, s'il te plaît, non. C'est important, ça. Il en a fait plein, d'autres. N'oubliez pas, voilà, comme d'habitude, mettez 5 étoiles sur vos plateformes de podcast afin qu'on soit référencé. Merci encore, comme on le dit à chaque fois, mais c'est vrai, merci encore pour vos écoutes. C'est vraiment extra. On a notamment L'Arme Parfaite, ou même le hors-série avec Céline, du podcast La Préséance, qui a vraiment bien fonctionné. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis du coup, Seb, on se retrouve dans 15 jours. Avec bientôt, on va vous annoncer ici pas mal de petites choses trop cool à vous annoncer. On travaille, on charbonne en off pour essayer de développer un petit peu le podcast et vous proposer toujours plus de trucs sympas. Donc voilà, restez connectés. Pareil, il y a des petites choses sur... On peut dire une chose ? Oui, tu peux, vas-y. Je sais de quoi tu veux parler. Ouais, on peut dire une chose. C'est vrai qu'on aurait dû vous l'annoncer au début, mais on n'y avait pas pensé. Mais on peut dire une chose, on va conclure avec ça. On relance la Waiting Room. Et ouais, ça c'est cool. Le podcast sur la pop culture, très très important. Super podcast, il y avait déjà eu 3 épisodes déjà qui étaient sortis.
Ouais. Notamment, il y avait une tier list que tu avais fait avec Val. Il y avait eu, l'épisode sur Avatar 2. Oui, tout à fait. Qui était vraiment très très cool. Si vous avez l'occasion, réécoutez-le, parce qu'il y avait vraiment un véritable débat sur la 3D. Et c'était... j'avais l'impression, en fait, c'était la jeunesse contre la vieillesse, mais franchement, c'était plutôt pas mal. Le boomer contre le jeune, débat-là. c'est ça. C'est ça. Et puis, le troisième épisode, c'était sur... Il y avait une série Netflix coréenne. Ouais, de combat, d'ailleurs, qui pourrait avoir sa place... qui pourrait avoir sa place ici, hein, parce que c'est sur des boxeurs qui affrontent la mafia, la rage dans le sang. Bon, je sais plus, le sang des... Ouais, je sais plus, j'ai déjà oublié le titre, mais c'était très cool. et Val parle de Spider-Man 2, le film d'animation. Donc, non, on la relance. Et puis c'est vrai que pour faire, là on va volontairement digresser un peu. On en discute depuis pas mal avec Val pour relancer le truc. Et puis c'est vrai que je te l'ai proposé. Et on va se servir d'ici aussi pour le dire qu'on a essayé de faire d'uniformiser tous les podcasts, parce qu'en fait au final on se rend compte que tout est connecté. Voilà. Donc on a créé un petit label sans prétention, hein, clairement. L'idée c'est vraiment histoire de dire que on est le même nom pour tous les podcasts. Donc on a appelé ça La Cool Prod. Parce que comme je le dis aussi dans un épisode d'YPDLM où je vous en parle, on fait les choses à la cool ici et sans prise de tête. C'est surtout ça notre leitmotiv, et se faire plaisir et essayer de vous transmettre notre passion. Et c'est vrai que toi, t'adores les arts martiaux, mais pas que. Et je vais te laisser reprendre la main. T'as surtout, avec l'arrêt de ton précédent podcast, tu t'avais un gros manque aussi de ne pas parler de tes marottes et de tes trucs qui te faisaient plaisir. Et qui te font plaisir, pardon, faut que je parle français, c'est la fin de l'épisode. Et du coup, c'est aussi pour ça que tu vas aussi prendre la main et te faire kiffer aussi sur là-dessus et reparler de tes trucs qui te font plaisir. Et on commence très très fort, parce que là, t'as levé un truc très lourd quand même. Voilà, mais je te laisse en parler. Ouais, totalement, ouais. Ça me manquait un peu de pouvoir parler de cinéma, autre que le cinéma d'arts martiaux, cinéma d'action. Et du coup, là, en fait, première émission qui va sortir vendredi et qui parle... j'ai interviewé les deux fondateurs de Video Popcorn Edition, qui sortent le Blu-ray Anthropophagus de Joe D'Amato. Donc on a une belle interview où on revient un peu sur Joe D'Amato, sur le cinéma de Joe D'Amato, sur la création du DVD, sur les bonus de leur Blu-ray, comment ils ont pu avoir les intervenants dans leur Blu-ray. Et puis on va parler aussi un peu de cinéma d'italien d'horreur. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir de pouvoir parler de ce cinéma-là, et c'est trop cool puis de relancer la waiting. Ce qu'il faut dire, c'est que on va essayer aussi de faire des mini-chroniques. Ça, c'est un projet qu'on a de faire. On va le redire, hein, tu fais partie avant du podcast Pelliprod, et ça s'est terminé en fait. Hein, t'es parti vers d'autres horizons. Et t'avais un concept là-bas qui était très cool, et à chaque fois on en parlait tous les deux, qui était ton quart d'heure Pelli. Et en fait, cette idée-là, on n'a rien inventé, hein, mais parce que plein de gens le font, mais c'est reprendre un peu des chroniques de films, ou de jeux vidéo, ou de comics, ou enfin tout ce qui n'est pas combat et manga, puisque voilà, on en parlera ici. Et on en parlera en tout cas dans la waiting room. Et l'idée, c'est de pouvoir faire ça. Comme ça, en fait, ça nous permettra, toi, de pouvoir parler de petits trucs, des fois peut-être faire des sujets courts sur une thématique particulière qui te tient à cœur, moi aussi de mon côté, tu vois, et puis on va essayer d'intégrer des chroniqueurs. Alors on a proposé à une personne que vous avez déjà entendue sur ce podcast qui m'a dit oui, donc il faut qu'on formalise un peu la chose et qu'on lui propose, qu'on lui demande qu'est-ce qu'il veut faire exactement dessus. Donc on va en parler avec lui et on vous annoncera tout ça quand ça sera prêt. Et au minimum, on va essayer de faire une grosse émission par trimestre. Si on peut faire plus, on fait plus. Toi, je sais que tu as pas mal de choses dans les tuyaux et t'en parleras au moment voulu. Mais ça sera peut-être plus. Ça va surtout dépendre de nos agendas. Toi, si tu as les opportunités pour le faire, tu le feras. Moi, je sais que je ne vais pas forcément toujours être très disponible le soir. Mais c'est aussi ton podcast. Donc pour le coup, clairement, comme je t'ai dit, tu te fais plaisir. Et si tu as envie de faire des choses, clairement, c'est pas moi qui vais te dire non, on le fait pas. Non, je dis tu te fais kiffer, c'est un peu ça pour ça, et c'est un peu notre petite soupape un peu sympa où on va rigoler et on se fera plaisir. Ouais. Donc, voilà. C'est clair. Bon, c'est bien. Écoute, mon cher Seb, allez, on revient sur High Kick et on vous dit à très bientôt. Pour un grand film, ou pas. Pour un grand film. Très grand film. Ouais. Allez. Ciao tout le monde. Tchuss. Salut.